Bonjour tout le monde. Nous avions vu donc à partir de la notion polysémique de culture et de la notion tout aussi polysémique de peuple, comment finalement l'élocution culture populaire est d'une polysémie, disons, exponentielle. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on entend justement quand on parle de culture populaire. Bien. Donc, suite au parcours donc, des deux notions, on comprend aisément que la réunion de ces deux termes, si chargés de sens, aussi divers, voire conflictuels que culture et populaire, ne peut produire qu'une polysémie encore plus accrue. Comme le signale Stuart Hall dans ses Notes on Deconstructing the Popular, j'ai toujours eu presque autant de problèmes avec populaire, avec le terme de populaire qu'avec le terme de culture. Quand on ajoute les deux termes, les difficultés peuvent être assez horribles. Et Tony Bennett, qui appartenait aussi à l'école des Cultural Studies de Birmingham, des pionniers, poussera cette aporie jusqu'à affirmer le concept de culture populaire est virtuellement inutile, un mélange de significations confuses et contradictoires, capable de désorienter la recherche jusqu'à plusieurs voies sans issue théorique. Donc bon, ça c'est un constat très noir, mais et c'est disons l'horizon le plus sombre que l'on puisse imaginer, c'est de se dire bon finalement les notions sont tellement complexes, disons qu'il y a tellement de polysémie, tellement de contradictions même dans les termes eux-mêmes de culture et de populaire qu'on n'arriverait pas à s'entendre. Bon, heureusement, vous imaginez bien, sinon il n'y en aurait pas un cours là-dessus, on a quand même réussi, les théoriciens, la critique, a quand même réussi à passer outre cette difficulté et il est devenu traditionnel dans le monde anglo-saxon de suivre le travail de Raymond Williams, qu'on a déjà évoqué, et de son disciple plus récent, contemporain, John Story, dans leur tentative de déblayer les différentes définitions qui ont pu être données de la notion de culture populaire, établissant ainsi les grandes familles théoriques qui s'y sont attaquées. Comme le signale Strinati dans une autre bonne introduction à la culture populaire, toute tentative de définir la culture populaire inévitablement implique son analyse et son évaluation. Il est difficile donc de définir la culture populaire indépendamment de la théorie désignée pour l'expliquer. Alors, dans le sillage donc, de Williams, Story, dans le manuel qu'on a déjà évoqué ici, sur le Cultural Theory and Popular Culture and Introduction, John Story établit 4 grandes familles théoriques qui découlent des différents sens donnés à l'expression culture populaire. On verra un peu plus loin qu'au fond, il ajoute chaque année, comme il fait, enfin pas chaque année, mais à chaque nouvelle édition, il y a un peu un remaniement, puis il a rajouté quelques notions, mais au fond, celles qui sont vraiment les plus costaudes sont celles-ci. La première, c'est celle qui insiste sur le critère quantitatif, c'est-à-dire la culture populaire serait la culture qui est populaire au sens de popularité quantitative. Et c'est celle que nous allons voir aujourd'hui. Ensuite, il y a la notion, celle qui associe la culture populaire à la culture de masse, nous la verrons dans une prochaine capsule. Celle qui postule une différence qualitative radicale entre culture populaire et culture légitime, haute culture, culture savante, high culture, etc. Et enfin, la grande famille qui fait de la culture populaire une expression directe du peuple.
Bien, donc la première définition, c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle donc qui se présente comme une évidence et qui est celle de la popularité quantitative. Donc, comme l'écrit Story, un point évident de départ est de dire que la culture populaire serait simplement la culture qui est favorisée et aimée par le plus grand nombre de gens. Alors, il suffirait pour établir ce qu'est la culture populaire d'une époque ou d'une société donnée de dresser l'inventaire de ce qui est le plus populaire à un moment donné, pour définir donc la culture populaire de cette époque. La tâche est rendue d'autant plus facile à l'ère du numérique que ce sont les propres industries culturelles, nous y reviendrons à cette notion-là, mais ici prise dans un sens très banal, ce sont les propres industries qui en font systématiquement l'étalage à des fins promotionnelles. Et c'est comme ça que vous pouvez consulter régulièrement, en temps réel maintenant d'ailleurs, les chiffres des recettes obtenues au box-office pour le cinéma, au hit parade pour l'industrie du disque, l'audimat pour la télévision ou les recettes en librairie que vous pouvez aussi consulter. Donc, on peut ainsi, régulièrement mise à jour, consulter la liste des franchises médiatiques les plus rentables. Donc, par exemple, vous pouvez aller sur Wikipédia, List of Highest Grossing Media Franchises. Vous pouvez aller voir la List of Best-Selling Books, List of Highest Grossing Films, List of Best-Selling Singles, par exemple. Mais aussi, vous pouvez aller dans des niches, dans des catégories. Vous pouvez, par exemple, vous intéresser au palmarès des vidéos de musique africaine les plus vues, donc sur Azania's Post, Most Viewed African Music Videos of All Time. Et vous pouvez aussi aller voir le Top 10, the Most Popular African Music Singles. Donc, vous pouvez aussi faire ça pour plein d'autres catégories, pour plein d'autres recherches. C'est le marché lui-même est segmenté par les industries elles-mêmes qui tiennent à jour donc les chiffres. Alors, est-ce qu'il y a une transparence parfaite? On peut en douter. Est-ce qu'il y a certaines petites entorses faites pour toutes sortes de raisons? On peut aussi en douter. Mais le fait est que l'on peut facilement, plus facilement que jamais, être au fait de quel est le livre qui est le plus, sinon lu, puisque ça c'est beaucoup plus difficile à savoir, mais on peut savoir quel est le livre qui a été le plus téléchargé dans les dernières semaines, quel est le film qui a été le plus vu sur Netflix. Et là, du coup, sur Netflix, oui, on peut voir carrément combien de gens sont arrivés jusqu'au bout du film, combien de gens se sont arrêtés aux 5 premières minutes, quels autres films les gens ont vus, qui ont vu tel film. Enfin bon, vous voyez que maintenant, on est vraiment dans le monde des algorithmes et que cette notion quantitative de popularité est celle qui régit les industries elles-mêmes. Et ces mondes-là de business. Alors toutefois, donc, à se livrer à cet exercice, on tombe vite dans une aporie. En effet, est-ce que l'on peut vraiment considérer comme faisant partie d'une même culture populaire des œuvres aussi disparates que The Catcher in the Rye de Salinger de 51, Lolita de Nabokov de 55, Cien años de soledad de García Márquez de 67, L'alchimiste de Paolo Coelho de 88, The Da Vinci Code de Dan Brown de 2003 ou Think and Grow Rich de Napoleon Hill de 37, au seul prétexte qu'ils ont tous vendu entre 50 et 80 millions de copies. C'est-à-dire, est-ce que vraiment ce critère quantitatif
de livres qui ont été des méga sellers, qui ont vraiment donc franchi la barre très haute des 50 millions de copies, est-ce que ça nous dit quelque chose sur ces œuvres elles-mêmes, voire sur leur amalgame? Parce qu'on peut imaginer qu'une même personne a lu tous ces livres-là. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des liens à créer entre ces œuvres-là? Ou bien est-ce qu'au fond, le critère lui-même de quantitatif ne nous dit pas grand-chose sur pourquoi ces œuvres-là et pas d'autres, et ne nous dit pas grand-chose sur ces œuvres elles-mêmes. Et puis, très vite, par exemple, si on s'intéresse à d'autres œuvres des mêmes auteurs, on tombe dans des disparités énormes. Salinger, on va tomber dans des grandes disparités par rapport à ses autres romans qui se sont beaucoup moins vendus. Exactement de même pour Nabokov, pour García Márquez aussi. Donc, finalement, ça peut nous éclairer, ce seul critère quantitatif, sur qu'est-ce qui fait de ces œuvres quelque chose de populaire, alors qu'en général, on considère que autant Márquez que Nabokov que Salinger sont trois grandes figures de la littérature à la croisée entre le haut-modernisme et la postmodernité, alors que ce n'est pas du tout le cas pour Paulo Coelho et Dan Brown, et ce n'est même pas du tout le cas pour Napoleon Hill. C'est vraiment un livre de self-help. Donc, ça pose vraiment beaucoup de problèmes de juste considérer de façon quantitative. Alors, où est-ce que le fait que l'aria de l'acte final du Turandot de Puccini, Nessun Dorma, chanté par Pavarotti à la Coupe du Monde de 1980, le fait que ça ait atteint le numéro 2 du top 10 britannique, est-ce que ça fait de cette aria et du Turandot de Puccini un véritable produit de culture populaire? Donc, on est en droit de se poser la question. Donc, je vais tout simplement vous mettre Donc, c'était ici, vous voyez. Donc, c'est tout simplement la title sequence de la Coupe du Monde. Donc, avec sa présentation et le fait que ça s'adressait à un public extrêmement éloigné du public des salles d'opéra. Donc, est-ce que ça a fait que l'œuvre elle-même a changé de statut? Bien. Donc là, vous voyez la représentation telle que vous la verriez si vous assistez donc à l'opéra, à la reprise de cet opéra du 19e siècle de Puccini. Alors, on voit que le portrait ainsi dressé nous renseigne moins sur ce qui constitue l'attrait inhérent à chacune des œuvres, dont l'opéra de Puccini, que d'un effet global de réception, qui, à différents moments, a fait de ces œuvres des emblèmes d'un goût statistiquement dominant, ou du moins partagé par un très large public. Donc, entièrement soumise aux critères de la culture marchande, ceux-là même qui régissent les études de marché, les analyses de vente des industries culturelles en vue de l'optimisation de leurs profits. C'est pour cela que ces industries sont sans cesse
en train de, pour des raisons fiscales évidemment, mais aussi pour des raisons d'autopromotion, puis pour des raisons de fonctionnement interne. Ces industries ont besoin de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas dans leurs produits, et c'est ça qui va aiguillonner la suite de la production. Donc, chacune de ces industries, dès qu'elle a un tube, que ce soit musical, cinématographique, télévisuel, littéraire, elle découvre une panoplie donc, elle découvre une sorte de nouvelle part de marché qu'elle va essayer de combler par une panoplie de produits qu'elle juge à peu près similaires ou qui pourraient avoir un succès similaire. Donc, c'est vraiment des critères de marchandisation de la culture. Donc, c'est une vision, cette vision-là, quantitative, qui est entièrement soumise à ces critères-là. Cette vision fait aussi de la culture populaire une sorte de capharnaüm, une sorte de cacophonie, de succès commerciaux, disparates. Donc, Turandot de Puccini mélangé avec García Márquez, mélangé avec Paulo Coelho, enfin tout ça fait partie d'une sorte de magma qui à un moment donné est populaire de façon quantitative, et des succès qui sont promis à une constante obsolescence. C'est donc ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, qui fonctionne à la fois pour les industries. On sait que tous les produits qui nous entourent ont des petits défauts qui vont nous obliger à les racheter à un moment donné. C'est comme ça que l'industrie fonctionne, parce qu'elle ne veut pas, évidemment, combler littéralement les besoins des gens, puisque ce serait la fin de son propre fonctionnement. Donc, ce qu'elle veut, c'est temporairement renouveler le besoin des gens d'avoir des nouvelles chaussures, des nouvelles voitures, des nouveaux ordinateurs, etc. etc. Et en culture populaire, il arrive un peu la même chose, c'est le fait qu'on a sans cesse besoin de créer de la place pour des nouveaux produits. Et c'est ce qui fait que chaque produit, au fond, a aussi sa propre obsolescence programmée. On se dit, bon, ça va marcher, mais on ne s'attend pas à ce que ça marche sur plus de 4-5 mois, parce qu'après, on en a un autre qui attend, on a un autre blockbuster, on a un autre best-seller, on a un nouveau tube, etc. Enfin bon, je parle en mois, c'est presque plus en termes de semaines que ça se passe maintenant, puisqu'il y a une vraie accélération de ces critères-là. Donc, des succès promis à une constante obsolescence au gré des différentes modes, sans aucune cohérence ni substance propre. Vu comme ça, le populaire, c'est vraiment quelque chose qui arrive, qui survient, qui nous envahit, et on ne sait pas trop pourquoi telle chose plutôt que telle autre, tel livre plutôt que tel autre, tel film plutôt que tel autre, etc. Donc, toutefois, si l'on ne saurait l'y réduire, l'approche quantitative constitue une sorte de degré zéro de l'analyse popologique. C'est un bon point de départ intéressant pour toute interrogation sur des phénomènes perçus comme atteignant une popularité plus ou moins massive, ou inversement, tombant tout à coup en désuétude. C'est-à-dire qu'en fait, l'approche quantitative, on ne peut évidemment pas s'y limiter. On ne peut pas juste dire, bon, tel truc, c'est populaire parce que ça vend 50 millions de copies. Tel film est populaire parce qu'à sa sortie, il a fait tel million de dollars au box-office. Mais par contre, ça peut être des pistes intéressantes à suivre quand on fait de l'analyse de la culture populaire. Alors, par exemple, on est tout à fait en droit de se poser la question, pourquoi est-ce que dans les années 50, les teenagers de la classe moyenne blanche américaine, WASP, White Anglo-Saxon Protestant, dans une Amérique qui est encore ségrégationniste au niveau culturel, pourquoi est-ce qu'ils se sont mis à écouter le rhythm and blues des stations radio qui étaient destinées à la population afro-américaine? Il y avait une réelle ségrégation des ondes, et il y avait des radios qui ne mettaient que de la musique afro-américaine, mais inversement, des radios qui étaient exclusivement blanches et où on ne tolérerait pas ce genre de musique. Alors, comment ça se fait ou pourquoi que tout à coup, les teenagers se sont mis à écouter une musique qui ne leur était pas destinée à l'origine? Et ce qui est
forcé l'industrie du disque blanche à transformer sa politique et à inclure le rhythm and blues dans les ondes, quitte à s'en approprier sous un nouveau label, puisque ce label-là était très connoté de façon raciale. Donc, c'est là qu'on invente le terme du rock and roll. Mais en réalité, le tournant vient de cette réception inattendue et qui a une grande influence évidemment aussi sur l'évolution de cette musique dès qu'elle va franchir la barrière culturelle et ethnique. Donc ici, vous avez une photo emblématique d'une émission emblématique, American Bandstand, qui est une émission qui a connu un succès fulgurant, justement, en parlant de quantitatif. Elle avait été initialement prévue tout simplement de façon ponctuelle pour couvrir un vide dans un late night slot, comme ça, où il y avait une frange horaire qu'il fallait couvrir. Et on s'est mis à faire danser des jeunes tout à fait représentatifs de cet imaginaire de la classe moyenne et du culte du teenager comme nouvelle catégorie sociologique, voire comme mythe, nouveau mythe de l'American Dream, de réinvention du rêve américain sous une forme jeuniste. Et tout à coup, l'American Bandstand est devenu un phénomène social qui va durer des décennies et qu'on va considérer comme crucial pour la transformation de la culture pop américaine dans son incorporation de la musique noire. En réalité, il y a des études plus récentes qui se sont faites, qui montrent un peu les ombres aussi de cette émission qui est devenue emblématique d'une sorte d'ouverture culturelle, mais qui en fait était très marquée par les préjugés de son époque. Donc, c'est vraiment au début une transformation de réception et des jeunes blancs comme Elvis Presley se retrouvent beaucoup plus identifiés à la musique noire que à la musique blanche de leur époque. Et ça va donner lieu à une des grandes révolutions de la culture pop telle qu'on l'a. D'ailleurs, quand on utilise le terme pop tout simplement abrévié, c'est souvent sous l'influence à la fois du pop art, mais aussi de la pop, de la naissance de cette musique rock, puis pop. On peut aussi se poser la question, pourquoi les westerns, qui ont été le genre hollywoodien dominant depuis la naissance du cinéma jusqu'aux années 70, comment ça se fait que tout à coup, les westerns, qui étaient produits littéralement à la chaîne, il y avait sur une semaine donnée dans les cinémas d'Amérique, il y avait 2 ou 3 nouveaux westerns. C'était vraiment une production colossale qu'on a du mal à imaginer maintenant. Bon, il y avait beaucoup plus de films qui étaient produits quantitativement de toute façon, mais le western prenait vraiment une part incroyable. Et il en allait de même pour la télévision. La télévision, il y avait des centaines et des centaines de westerns fauchés, bon marché, etc. Alors, comment ça se fait que tout à coup, dans les dernières années de la guerre de Vietnam, le western se prend un coup énorme dont il ne s'est jamais entièrement récupéré. Il y a de temps en temps des westerns maintenant, mais ce n'est plus du tout l'ombre d'un genre hégémonique. Le film d'action a pris toute la place qu'avait auparavant le film, le western. Donc, voilà une question aussi. Donc, la popularité va dans les deux sens. Vous voyez, ça va dans le sens de pourquoi tout à coup un phénomène devient populaire, mais ça va aussi dans le sens de pourquoi un phénomène arrête de devenir populaire. Et ce sont des questions qu'il est important de se poser quand on s'intéresse à la culture populaire. Alors, on peut aussi, évidemment, plus près de nous, d'où vient l'engouement planétaire pour les séries télé dites de qualité,
dans les années 2000. C'est vraiment un nouveau phénomène. Le discours critique qui avait boudé la télévision depuis sa naissance et qui vraiment, la télévision était vraiment le média mal aimé de la critique. On considérait que la télévision était essentiellement un truc idiotisant, de silly box, etc., etc. Beaucoup d'intellectuels se targuaient de ne jamais regarder la télé, etc., etc. Ben, comment ça se fait que tout à coup, à partir des années 2000, c'est devenu cool, mais aussi intelligent de regarder des séries télé et que tout à coup, il y a un discours académique, sériephile, qui commence à se légitimer et on commence à s'intéresser tout à coup aux séries télé. Alors que pendant des décennies, les séries télé existaient dans une sorte de limbe où ceux qui s'y intéressaient passaient un peu pour des abrutis. Et tout à coup, dès les années 2000, ben non, c'est vraiment c'est tout à coup une sorte de renversement dans la légitimité et de la popularité du média. D'ailleurs, c'est une différente popularité. C'est un cas intéressant parce que les séries d'avant étaient populaires au sens quantitatif, voire peut-être même plus parce qu'il y avait très peu de chaînes et que tout le monde regardait les mêmes émissions. Des émissions comme Roots, Holocaust, des émissions historiques comme le premier Twin Peaks avaient un quota d'écoute extraordinaire. Mais c'est une popularité différente. Les journaux ne faisaient pas des grands articles de fond comme elles vont le faire à partir des Sopranos, Six Feet Under, etc., etc. Donc, il y a vraiment un changement du statut de la popularité dans ce cas-ci et, et un statut tout à fait différent des œuvres. Ou encore, évidemment, bon, qu'est-ce qui fait qu'un vidéoclip comme Gangnam Style ait atteint 3,2 milliards de visionnements sur YouTube. Et ici, vous avez d'ailleurs ça a fait la couverture d'un magazine spécialisé, Billboard, en reprenant un célèbre slogan qui était à l'origine destiné à Elvis Presley, mais ici transformé par l'échelle. Donc, 500 millions de fans de Psy ne peuvent pas se tromper. Donc, bon, c'est vraiment une idée. C'est justement la viralité totale du phénomène qui est ici mise en avant et qui intrigue et qui surprend et qui amuse aussi. Et là, on est face à la nouvelle viralité, la viralité sur Internet et donc toutes les théories autour de ça. Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo devient virale versus une autre, etc., etc. Donc, on touche là aux préoccupations traditionnelles de l'esthétique de la réception littéraire, qui ont aussi connu leur ramification pop sous la forme élargie de ce qu'on a appelé la reception theory, qui a souvent été centrée sur le rôle du spectateur, récepteur, dans la construction du sens des textes au sens très élargi, télévisuel. C'était vraiment la mode de parler de texte dans les années 60 à propos de toute production discursive et voire de tout artefact culturel. Alors, on parlait des textes télévisuels. Les premiers qui s'intéressent à ça dans les Cultural Studies, c'est Stuart Hall, David Morley et un peu plus tard Ian Hang, donc dans les années 80, les 80s. Alors, il s'agit là de l'extension transmédiatique de la critique de la reader response, donc de la critique de la réponse lectrice, qui était une approche pragmatique de l'interprétation, axée sur le rôle du lecteur. Donc, pendant très longtemps, on s'était intéressé aux intentions de l'auteur, puis on s'est beaucoup intéressé au texte lui-même, qu'est-ce que le texte fait, etc. Et à partir d'un certain moment, on se dit, bon, ben, qu'est-ce que le lecteur, qu'est-ce que la lecture, qu'est-ce qui fait que les gens lisent les textes d'une certaine façon ou non, déjà qu'ils les lisent ou pas, ensuite qu'ils les lisent de cette façon ou d'une autre, etc. Donc, ça, ce sont des questions qui ont beaucoup été poussées dans les études littéraires, les études bibliques aussi, et puis donc qui ont été peu à peu
essaimé vers d'autres médias, comme notamment la télévision, où on s'est beaucoup posé la question de comment les gens regardent la télévision, pourquoi est-ce qu'ils regardent telles émissions ou non. Alors, elle privilégie cette approche, le lecteur, spectateur, dans la création du sens, plutôt que l'auteur, comme fait historico-critique, ou le texte, tel que l'avaient étudié les formalistes notamment. Alors, un versant de cette critique cherche à cerner ce qu'on appelle le lecteur dans le texte, c'est-à-dire le lecteur impliqué par les stratégies discursives de celui-ci, c'est-à-dire la place que aménage un texte à son futur lecteur. Et ça a été quelque chose qui a été beaucoup étudié. D'un autre côté, on s'est aussi intéressé aux réactions de ce qu'on appelle les lecteurs réels, voire en anglais, c'est actual, c'est actuel au sens de actual readers, de lecteurs réels. Donc, c'est un faux ami entre l'anglais et le français. Donc, les réactions des lecteurs réels, soit pris en tant qu'individu, soit en tant que membre de ce qu'on appelle une ou plusieurs communautés interprétatives. Donc, effectivement, quand on part de l'analyse quantitative, et qu'on s'intéresse à pourquoi une chose réussit, pourquoi elle ne réussit pas, etc., 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 au fond, ce qu'on est en train de faire, c'est placer la balle dans le domaine de la réception, de qu'est-ce qui fait que les spectateurs, les lecteurs, les auditeurs, etc., endossent une œuvre, s'identifient, se l'approprient, la réduplique, la diffuse, etc., etc. Donc, c'est vraiment un grand pan de la recherche aussi en étude de la culture populaire. Et il faut allier à cela des interrogations plus sociologiques afin de saisir les variations souvent brutales de la popularité. La grande question à ce titre reste de savoir comment s'opèrent les différents succès des œuvres, souvent envisagées en culture pop comme des véritables produits. On peut d'emblée opposer le modèle de la théorie critique qui, elle, insiste sur le rôle du conditionnement fait par les masses médias, par les médias de communication de masse. Donc un conditionnement par les médias détenus par des industries, ce que dans la théorie critique allemande de Francfort, ce qu'on appelle les Kulturindustrie, les industries culturelles. Et c'est ce conditionnement qui ferait que quelque chose marcherait. C'est-à-dire qu'en fait, on serait proche, par les stratégies publicitaires et le marketing, on serait proche de quelque chose qui serait de l'ordre d'une sorte de propagande. Donc, une œuvre marcherait parce que les industries, les masses médias l'ont matraquée dans la conscience des spectateurs, consommateurs. Et vous savez à quel point c'est une pratique courante dans le monde de l'industrie du disque de véritablement matraquer les stations radio. Quand on sort un tube, vous pouvez écouter dans une même journée le même tube une quinzaine, voire une vingtaine de fois sur différentes stations radio, etc. Donc, il y a vraiment une sorte d'effet de saturation qui fait que quand ça fait 30 fois qu'on a écouté un morceau, quelque part, il y a une familiarité qui s'est établie et quelque part, il y a un plaisir de base, de reconnaissance dès qu'on entend les premiers accords et en général, ça ne va pas automatiquement faire le succès de cette pièce. Mais en tout cas, c'est en train de lui donner une exposure, une diffusion qui lui permet d'avoir une réelle chance de devenir un tube. Donc, il y a d'un côté ces théories-là qui vont beaucoup insister sur cet aspect-là de la culture populaire, son aspect préfabriqué, son aspect prédigéré, créé de toutes pièces. Et inversement, il y a des théories qui vont s'intéresser à un autre type de succès populaire qui est celui qui va de bas en haut et qui passe par le bouche à oreille et qui permet
le triomphe d'œuvres en dehors du battage médiatique. C'est notamment ce qui permet le succès d'une contre-culture ou de sous-culture qui ne sont pas du tout au cœur du mainstream, mais qui réussissent par ce phénomène plus roots, plus organique de bas en haut, qui tout à coup, les gens se disent « Ah, il faut que tu écoutes tel morceau, c'est vraiment génial, il faut que tu vois tel film, c'est vraiment génial, etc. etc. » et qui crée un autre type de popularité. Alors, en fait, les deux existent et coexistent. Il s'agit, en fait, pour peu qu'on accepte de ne pas tomber dans une vénération extrême de l'un ou de l'autre modèle, parce qu'il y a des gens qui ne jurent que par l'un ou par l'autre, qui vont dire oui, ben, un truc, si ça marche, c'est parce que c'est l'industrie qui veut que ça marche, puis un autre qui va dire non, si tel truc, ça marche, c'est parce que c'est réellement bon et que les gens finissent par se rendre compte que oui, c'est réellement bon. Bon, les deux extrêmes, au fond, sont peu généralisables. Ils peuvent s'appliquer à certains cas, mais peuvent difficilement être généralisés. En réalité, ce qui se passe, c'est plutôt que les deux dynamiques sont concurrentes, voire complémentaires. C'est qu'il y a deux types de fonctionnement de la popularité. Il y a une popularité qui fonctionne selon un modèle de diffusion de haut vers le bas, de ce qu'on a décidé que cette saison, on va faire tel film de super-héros, puis vous allez voir le trailer 46 000 fois avant d'aller voir le film. Et de l'autre côté, il y a une popularité qui se fait du bas vers le haut. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle parfois le modèle hypodermique, donc à partir d'une seringue. On imagine vraiment l'image d'une industrie qui te met une injection de quelque chose dans la tête pour que ce soit un succès. Donc, c'est un modèle hypodermique de succès préfabriqué. Alors, son illustration, bon, il y en a plein, mais un des phénomènes qui montre à la fois le succès de ce système et son échec aussi, c'est l'histoire des Monkees. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les Monkees, mais c'était un faux band en réalité qui a été créé, fabriqué entièrement de toutes pièces pour concurrencer les Beatles. Donc, c'était les gens dans le marché du disque, mais pas juste du disque, puisque vous savez qu'il y a eu une véritable Beatlemania et que les Beatles ont fait vendre des milliers de t-shirts, de tasses de café, de toutes sortes de merchandising. Donc, c'était vraiment pas seulement l'industrie du disque, c'était le cinéma, enfin bon, plein d'autres, la mode, plein d'autres domaines. Et donc, d'autres compagnies qui se sentaient un peu délaissées de la part du gâteau des Beatles se sont dit, bah, faut absolument qu'on fasse la même chose. Il faut trouver un autre truc. Et quoi de mieux que de le créer de toutes pièces. Donc, les Monkees ont été vraiment lancés comme un groupe sur des musiques qui n'étaient pas d'eux. Ils ont eu leurs émissions de télé, ils ont eu toute la déclinaison, toute la panoplie exactement calquée sur le succès viral des Beatles, sauf que la différence avec les Beatles, bah, c'est que les Monkees, au fond, bah, ça n'existait pas vraiment, ce n'était pas vraiment un band. Et en fait, au bout d'un moment, la supercherie, elle a été dévoilée en 67 et là, ça a été une dégringolade. Et tout à coup, alors que les Beatles étaient considérés les Fabulous Four, on a fait la blague assez cruelle, mais très bien vue, que les Monkees, c'était les Prefab Four, donc les quatre préfabriqués. Et c'est devenu vraiment une sorte d'emblème de la fausseté congénitale de l'industrie qui finalement accepte bien le succès d'un groupe comme les Beatles, mais au fond, ce qu'elle voudrait, c'est pouvoir contrôler complètement le processus et ne pas dépendre du talent ou de la personnalité des uns ou des autres, et qui voudrait se passer, au fond,
du public et lui imposer tout simplement son diktat. Alors bon, là, on voit un peu qu'à la fois, ils ont été très loin dans la fabrication et qu'en même temps, ben, le fait que c'était faux, quelque part, a fait que c'est un peu comme un château de cartes qui s'écroule. Même s'il y a eu encore des fans des Monkees, que leurs chansons, les chansons attribuées aux Monkees étaient des chansons qui sont très typiques de cette pop britannique de cette époque-là, et que vous pouvez encore souvent les entendre dans des stations radio ou même dans des boîtes de nuit et tout ça. Mais le fait est que ils n'auront jamais occupé la même place euh, dans le panthéon et le canon de l'authenticité rock et pop que les Beatles. Alors, inversement à ce modèle-là, au modèle d'une tentative de fabrication, on a quelque chose de complètement opposé dans la Velvet Underground. La Velvet Underground, donc projet assez qui naît un peu dans les marges du rock autour de Andy Warhol et sa Factory. Donc c'est un peu le rêve de Warhol qui est dans cette idée totale du pop art multimédia et qui vient de faire des films, qui vient de faire un peu de tout et qui s'intéresse aussi tout à coup, il se dit bah, pourquoi pas faire moi-même un groupe qui serait entièrement pop, qui serait donc une vision très warholienne, très décalée, quelque peu ironique, à la fois très noire aussi. Et donc, c'est son projet de créer ce groupe, en lui ajoutant d'ailleurs une figure iconique qui venait de la mode, qui était Nico, et qui pour Warhol faisait partie un peu d'une sorte d'un imaginaire de la décadence rock et qui va donner lieu d'ailleurs à un croisement assez intéressant entre le monde de la performance de l'art d'avant-garde des années 60 avec les happenings, etc. Et le rock. Et la Velvet va se trouver vraiment à la confluence de ces deux mondes-là. Et au début, ceux qui vont écouter la Velvet, bah, c'est des gens qui suivent Warhol, qui suivent la scène artistique d'avant-garde. Et ce n'est que peu à peu que par un phénomène beaucoup plus de bouche à oreille, etc., que la Velvet, qui n'aura pas une grande trajectoire dans le monde du rock de son époque, bah, peu à peu va devenir vraiment une référence incontournable de la culture rock. Et donc, ça montre cette progression de la Velvet qui est peut-être maintenant quand on parle avec les jeunes bands, etc., la Velvet a éclipsé même les Beatles comme référence. Et donc, c'est vraiment devenu une immense icône, alors que ce qui ne correspond pas du tout à l'impact de popularité qu'ils avaient eu lorsqu'ils existaient de façon très éphémère en tant que formation. Alors, cela montre le poids d'un public de fans avertis, ancré dans une scène musicale qui revendique son autonomie et qui ne saurait se réduire au diktat des labels discographiques. Et c'est précisément autour de la Velvet que tout un ethos du DIY, do it yourself, toute une mystique même du rock alternatif, indépendant, qui ne fait pas de concessions aux stations radio, qui ne fait pas de concessions au public mainstream, etc., etc. Et que donc la Velvet est avec Iggy Pop, avec dans un autre sens les Doors, etc. Ça devient vraiment une référence du high rock, du rock comme légitime en tant que forme d'art qui côtoie les arts majeurs de notre époque.
Donc, vous avez deux exemples tout à fait opposés entre les Monkees et la Velvet. Et ça montre bien que nous parlons de deux types de popularité très différents, de deux fonctionnements très différents. Donc, que le succès d'une œuvre dans l'économie de marché ne puisse se réduire au modèle de la propagande totalitaire est d'ailleurs confirmé par le fait que les industries essuient une immense quantité d'échecs, et ce, de façon systématique, tout domaine confondu. C'est-à-dire, si vraiment l'industrie avait le Graal, avait la forme de nous mettre une aiguille dans la tête, il n'y aurait pas de fiasco. Or, dans la réalité, c'est que toutes les industries culturelles sont sans cesse euh, confrontées à des trucs qui ne marchent pas, à des fiascos, des flops, etc. Alors, par exemple, croyant que le succès colossal de Gladiator, de Ridley Scott, en 2000, signait le retour en gloire d'un genre qui avait été très populaire dans les années 50, puis qui était à peu près disparu, sauf exception, très low budget d'ailleurs comme exception, très nanar, très série Z, c'était le Peplum, donc le film avec le film de super-héros de l'Antiquité musclés qui s'opposaient, donc les gladiateurs, tout cet imaginaire-là, très kitsch de l'Antiquité. Donc bon, voilà, le fait que Gladiator a eu un succès colossal, bah, tout à coup les producteurs se sont dit, bon bah voilà, c'est le retour du péplum. Donc on va faire des péplats au pluriel. Les gens ont l'air d'aimer ça à nouveau. Alors Hollywood se lance à la production d'un gigantesque truc sur une autre grande figure de l'Antiquité, Alexandre le Grand, Alexander, qui avait d'ailleurs aussi eu le droit à ses films avant. Et c'est nul autre que Oliver Stone qui s'y attaque en 2004. Alors là, fiasco total. Alexander n'a vraiment pas eu du tout le succès qu'on aurait pu s'y attendre, alors qu'en grande partie, on peut dire qu'il y avait des éléments assez similaires. Le talent d'Oliver Stone étant pour l'épopée euh, quand même assez, assez proche du talent de Ridley Scott, etc., etc. Enfin bon, il y a des éléments qui, a priori, pourraient rassembler les deux films, mais le fait est que l'un connaît un succès colossal et que l'autre a eu un vrai fiasco. D'ailleurs, il existe maintenant, je pense, 4 ou 5 versions différentes d'Alexander. Ça a été vraiment un cauchemar. Oliver Stone a essayé de redorer le blason du film en ressortant des versions plus longues, etc., etc. Enfin bon, le fait est que ça n'a jamais vraiment décollé et que ces deux films restent vraiment assez aux antipodes, tout en appartenant à une mouvance, à un genre, etc., etc., qui aurait pu les rapprocher. Donc, malgré les sommes faramineuses investies par les compagnies dans des études de marché très fouillées, et donc maintenant de plus en plus, les études de marché essayent d'être le plus près des données initiales, etc., etc. Ben, malgré tout ça, la recette du succès reste tout aussi élusive qu'elle l'a toujours été. C'est ainsi que John Fiske signalait déjà en 89 que entre le 80 et le 90% des nouveaux produits échouent malgré la publicité extensive. La plupart des films ne réussissent pas à recouvrir même les coûts de promotion au box-office. C'est-à-dire que beaucoup de films ne réussissent même pas à récupérer l'argent que ça a coûté, non pas de les produire, mais d'en faire la publicité, ce qui est quand même assez hallucinant. Voilà, donc nous sommes à la fois dans le mythe de la fabrication du succès, et c'est une impression qu'on a très souvent, qu'on nous impose des choses, qu'on nous impose des musiques, qu'on nous impose des films, des livres, etc., etc. Et puis en même temps, l'industrie, elle voit comme le côté presque symétriquement inverse.
c'est ce qu'elle souhaiterait. Mais au fond, l'industrie, ce qu'elle voit, c'est surtout l'immense quantité de râteaux qu'elle se prend, l'immense quantité de trucs sur lesquels elle investit et où elle n'a pas de retour d'argent. Etc., etc. Donc, c'est assez intéressant. Et c'est aussi intéressant, par exemple, quand on pense maintenant à Netflix et qu'on se dit, bon, ben, eux, ils ont le moyen de pouvoir contrôler très bien leur marché. Parce qu'ils savent très bien, Netflix, c'est le mois dernier, combien de gens ont cherché des films de spions avec une héroïne ou bien qui se passe dans un pays du Moyen-Orient. Netflix a les moyens de savoir ce genre de choses. Donc, elle a les moyens de se dire, bon, bah tiens, on a comme 27% des gens sur Netflix veulent un film avec ces caractéristiques-là. Et quand Netflix essaye de produire un film, il tient compte de ces choses-là. Mais les films Netflix, il y en a qui ont marché et puis il y en a qui se sont pris un râteau énorme. Pourquoi? Parce qu'entre le moment où on fait cette étude de marché et le moment où on finit le film et on a le produit, etc., le marché a peut-être déjà complètement changé. Le fait que les gens font cette recherche-là ne veut peut-être pas dire qu'ils veulent voir n'importe quoi avec ces ingrédients-là. Donc là aussi, il y a le talent, il y a l'intérêt de l'œuvre elle-même. On ne peut pas s'en passer. Donc au fond, même un géant de l'algorithme comme Netflix a lui-même du mal à préfabriquer entièrement des succès. Donc, c'est vraiment très intéressant et c'est ce qui fait aussi, évidemment, qu'on puisse interpréter du coup les succès et les échecs et que ce n'est pas du tout une science exacte. Alors, une des explications qu'on va toujours donner, notamment du point de vue sociologique, par rapport à ça, c'est l'idée de l'imprévisibilité de l'esprit du temps, le zeitgeist, le célèbre zeitgeist. Donc, il y aurait un esprit du temps qui fait que tout à coup, les gens, ils aiment plutôt les comédies musicales, plutôt les films d'horreur avec des adolescents qui se font zigouiller, plutôt des films épiques de guerre qui rejouent la Deuxième Guerre mondiale, plutôt des drames intimes sur les familles recomposées. Enfin bon, il y aurait que le fait que tout à coup, il y a quelque chose dans l'esprit du temps qui fait que certaines œuvres ont un succès inopiné et d'autres non. Ainsi, par exemple, les attentats du 11 septembre se traduisirent sur le plan de l'imaginaire social par une immense soif d'escapisme dans les univers de la fantasy et les rêveries de superpuissance super-héroïque que peu de producteurs auraient pu prévoir 1 ou 2 ans auparavant. Donc, on se dit, bon, ben voilà, si Harry Potter a eu un tel succès, ben c'est parce que le monde, après le 11 septembre, avait besoin d'escapisme par rapport à un réel qui avait été perçu comme traumatisant. Donc, ça, ce sont des explications qu'on donne toujours après coup. De fait, la totalité des explications des succès et des échecs pop repose sur une sorte d'illusion rétrospective. C'est ce qu'en logique, on appelle la post-hoc fallacy, ou bien donc l'erreur du post-hoc. L'expression latine au complet, c'est post-hoc ergo propter hoc, c'est-à-dire que parce qu'un événement X se produit après un autre Y, ben, c'est Y qui en serait nécessairement la cause. En logique formelle, il s'agit bel et bien d'une erreur parce que ce n'est pas parce que quelque chose succède à une autre que celle-ci en est forcément la cause. Vous voyez, la logique formelle s'amuse beaucoup à couper les cheveux en quatre. C'est vraiment pas donné pour tout le monde, mais c'est très intéressant pour pour se rendre compte de ce genre de défaut de raisonnement. Et c'est souvent ce qu'on fait quand on essaie d'expliquer le succès ou l'échec de quelque chose, c'est de se dire, bon, bah oui, parce que c'est Trump qui avait gagné les élections. Oui, bah parce qu'il y avait eu Internet. Oui, parce qu'il y avait eu une crise financière. Oui, parce qu'il y avait eu une épidémie. Enfin bon, ce genre de choses qui fait qu'à chaque fois, on sort ce type d'argument. Mais comment savoir? En vrai, dans l'exemple cité,
si c'est bien le traumatisme du 11 septembre qui détermina le succès mainstream de la fantasy et des films de super-héros, et non, par exemple, la révolution des effets spéciaux qui fit enfin possible d'incarner à l'écran la suspension of disbelief, la suspension de l'incroyance sur laquelle reposent ces genres. C'est-à-dire qu'au fond, on peut aussi se dire que s'il y a eu une telle explosion des films de fantasy et de super-héros dans les années 2000, c'est que enfin l'industrie était capable de faire véritablement rêver les gens, les jeunes, mais aussi les moins jeunes, et que tout à coup, ce n'était pas ringard de voir Spider-Man qui monte sur les murs, etc., comme c'était le cas dans le film des années 80, que d'ailleurs j'avais vu avec grand plaisir quand j'étais moi-même jeune, mais qui évidemment ne fonctionnait pas du tout sur le même critère de vraisemblance. Et les effets spéciaux étaient assez ringards. Donc, est-ce que c'est le 11 septembre ou est-ce que c'est la Révolution? Et d'ailleurs, si on pense à Harry Potter, le fait est que le succès des romans précède le 11 septembre. Donc, ça commence, la première, donc Harry Potter and the Philosopher's Stone, c'est 97. Donc, le fait que le film ait eu un succès en 2001 n'est pas dissociable du fait que la franchise avait déjà connu un immense succès autour des romans eux-mêmes et qu'il y a eu un phénomène Harry Potter en soi. Et que donc on ne saurait pas le réduire à la volonté d'escapisme du 11 septembre. Donc, contrairement au rêve d'une mécanique, voire d'une arithmétique historique et sociale, qui est chère à diverses philosophies de l'histoire, dont une certaine vulgate marxiste, des phénomènes a priori similaires ont sans cesse des conséquences disparates. Et qui plus est, un même phénomène peut entraîner des effets tout à fait contradictoires. Par exemple, si on s'intéresse à la crise économique, un phénomène comme une crise économique, si on s'intéresse à la grande crise d'avant le XXIe siècle, donc la grande crise économique du XXe siècle, qui est le krach boursier de 1929. Or, il est très intéressant de voir que la crise économique de 29 est là, d'un côté, déclencher un flot de rêves d'évasion, donc l'escapisme dont on parlait tantôt, et c'est ce qu'on appelle c'est la grande époque des comédies musicales hollywoodiennes. Et ici, vous en avez un exemple tout à fait représentatif, The Gold Diggers of 93, qui est une comédie musicale de 1933, où vous avez à la fois une sorte de féerie capitaliste totale, avec un fétichisme de la marchandise et de l'argent lui-même, qui se surimpose au fétichisme patriarcal des corps des danseuses et dans une superposition véritablement de rêves à la fois d'argent et de séduction. Donc ça, c'est le genre de film, il y en a eu beaucoup dans les années 30, que les gens payaient pour aller voir, alors que par ailleurs, ils faisaient la queue pour aller manger. Mais évidemment, le prix d'un billet était beaucoup moins élevé qu'il est maintenant et beaucoup moins élevé que le prix d'un repas. Donc, Hollywood a continué dans les années 30 et un des aspects, ça a été ces comédies musicales. Mais ça n'a pas été le seul phénomène. Donc, il y a eu d'un côté ce type d'évasion dans quelque chose, dans un univers totalement irréel, un véritable pays de cocagne imaginaire. Mais d'un autre côté, il y a eu l'inverse. Il y a eu une série d'œuvres sociales militantes. C'était des films sociaux, voire carrément socialistes, créés par une série de scénaristes, de réalisateurs, mais aussi de techniciens et d'acteurs qui étaient très fortement impliqués dans les luttes ouvrières et qui d'ailleurs ont le payé très cher lors de la vague anticommuniste du macartisme
dans fin des années 40, début des années 50. Ils vont beaucoup avoir de problèmes. C'est comme ça qu'au même moment qu'il y a Gold Diggers of 33, nous avons un film très dur comme Je suis un fugitif d'une prison à la chaîne, I'm a fugitive from a chain gang, de 1932, où nous avons une description très noire des pénitenciers américains où se retrouvent quantité de gens dans la Grande Dépression pour des petits larcins, des gens qui n'avaient plus rien à bouffer, puis qui ont essayé de voler de la nourriture, des choses comme ça, et qui se retrouvent dans des conditions inhumaines de travaux forcés. Et ce type de film montre une Amérique très noire et d'ailleurs vont avoir une incidence sur ce système de prison, de travaux forcés, qui va de plus en plus être exposé et critiqué. Et enfin, nous avons entre ces deux extrêmes, qui a été que face à la crise économique, il y a eu une volonté d'escapisme et il y a eu inversement une volonté de cinéma social, nous avons une figure intermédiaire tout à fait significative, qui est celle du film de gangster. Le film de gangster, avec un exemple comme The Public Enemy de 1931, dont on prend d'ailleurs le nom, le célèbre band de hip-hop, l'ennemi public, avec cette image finale brutale de James Cagney, donc le gangster qui a trouvé qui connaît sa chute, donc selon le système qui va rester emblématique des films de gangsters, c'est-à-dire qu'on voit l'immense apogée de la gloire pour ensuite voir la chute du gangster. Donc les films de gangsters sont tout à fait ambivalents. C'est le grand mythe qu'apporte le cinéma hollywoodien dans les années 30 et qui va se substituer au cow-boy dans une certaine mesure. Et le gangster, au fond, c'est à la fois le constat très noir de l'état de corruption totale où est arrivé le American Dream, et en même temps, c'est aussi une sorte d'univers qui fait rêver, un peu un univers où on mélange le réalisme et une certaine fantasmagorie sociale. Donc, c'est cet imaginaire des fusillades en voiture, etc., qui part des journaux de l'époque. Donc, c'est le contre-coup du crime organisé avec la prohibition et des grandes figures comme Al Capone, Lucky Luciano, etc. Mais en même temps, ça devient une sorte de stéréotypie, une iconographie très marquée par des codes fictionnels du western et autres. Donc, là, nous avons un exemple assez intéressant que le même phénomène social, la crise de 29, au fond, se traduit par des œuvres tout à fait disparates, voire aux antipodes. On pourrait s'amuser à comparer les effets dans la culture pop de la crise de 29 et de la crise de 2008. Et ce serait quelque chose de très intéressant parce que nous sommes malgré tout, et là en plus avec la nouvelle récession qui s'annonce avec la pandémie, c'est comme une nouvelle étape à l'intérieur de la crise, mais nous sommes aussi, nous, dans une culture de crise. Les années 2010 ont été en grande partie une culture de la crise. Et ce serait vraiment très intéressant de comparer les œuvres des années 30, 1930 et des années 2010. Mais il faudrait, pour ne pas tomber dans l'illusion du post-hoc dont j'évoquais tantôt, les comparer aussi à des productions antérieures pour bien situer ce qui en elles relève spécifiquement de ces crises. C'est-à-dire qu'en fond, il faut comprendre ça dans des séries et de se dire, OK, bon, si on veut vraiment voir quel est l'impact d'une crise comme 29, il faut voir aussi qu'est-ce qui se passe en 27, 28 et qu'est-ce qui change en 29, 30, 31. La même chose pour 2008. Alors, par exemple, on peut, et c'est ce que j'ai fait dans mon analyse de Hunger Games, que vous pouvez trouver sur le site popenstock.ca. J'avais consacré une série d'articles à Hunger Games et la Grande Récession, justement. On peut dire que Hunger Games est une série de films et de romans qui renvoient
au spectre de la grande crise économique. Tout l'imaginaire de Hunger Games, le titre lui-même, les jeux de la faim, ce n'est pas pour rien que ce sont les jeux de la faim et que c'est le spectre de la famine dans une Amérique totalement dévastée économiquement, avec un imaginaire. Nous avons ici le triage pour les tribans, pour les jeux de l'arène de Panem. Et on a là un imaginaire qui renvoie directement à la Grande Dépression. C'est une référence visuelle claire pour les concepteurs du film. Et même dans le grain de la couleur sépia un peu de la photo, etc. Bon, donc il y a vraiment cette image d'une Amérique dévastée. Le premier roman de la trilogie date effectivement de 2008 et les films vont se succéder de 2012 à 2015. Donc on peut dire, oui, Hunger Games, c'est vraiment un blockbuster de la crise de 2008. Mais il est plus difficile de voir en quoi le succès d'Avatar, par exemple, ou de Transformers, Revenge of the Fallen, qui sont tous deux au top du box-office de 2009, en quoi ces œuvres-là sont typiques du contexte de la crise, à moins que justement on dise bon, c'est l'escapisme là du coup qui fonctionne. Mais est-ce que Revenge of the Fallen est foncièrement différent du premier Transformers qui lui précède la crise? Donc là, Avatar, que vous aurez reconnu. Alors, si on compare 2008 et 1929, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que la saga de Susan Collins, donc Hunger Games, s'inspire en partie d'un grand classique du cinéma de 1932, The Most Dangerous Game, par les gens qui avaient fait King Kong, d'ailleurs, qui avait été un succès colossal pour d'autres raisons. Et au fond, The Most Dangerous Game, c'est aussi un jeu où il y a un aristocrate décadent qui s'amuse à chasser des humains dans une île. Et il y a un imaginaire là qui a été étudié par la critique comme renvoyant à la cruauté de la jungle capitaliste mise à nu par la Grande Dépression, etc. Et la chasse à l'homme fonctionne un peu comme une métaphore dans les deux cas de la déprédation économique du système. Mais curieusement, The Most Dangerous Game de 1932, donc après la crise, mais il s'inspire d'une nouvelle originale qui, elle, précède de 5 ans le crack. Donc, est-ce qu'on peut dire que, dans ce sens-là, que The Most Dangerous Game, c'est vraiment l'influence de la crise? Ce qu'on pourra dire tout au plus, c'est que l'adaptation cinématographique trouva un écho différent à celui de la publication originale dans le magazine populaire Collier's pour un nouveau public qui était marqué par cette crise-là et qui a pu réinterpréter le motif de la chasse à l'homme et de la déprédation cruelle comme une sorte de métaphore de sa situation. Donc là, vous avez l'image, l'affiche de The Most Dangerous Game avec les têtes coupées d'ailleurs des trophées du sadique comte Zaroff. En français d'ailleurs, ça s'appelle Les chasses du comte Zaroff. C'est un film que les surréalistes avaient adoré d'ailleurs à sa sortie, par son côté très sadien. Donc, on voit bien que l'analyse des succès et des échecs doit se faire avec un énorme souci des nuances, si l'on ne veut pas tomber dans un réductionnisme total, l'anachronisme ou même les contresens et une sorte d'effet tarte à la crème où on dit tout et son contraire et tout s'explique parce que tout revient à la guerre du Moyen-Orient, tout revient aux attentats du 11 septembre, tout revient à la crise. Enfin bon, on trouve comme ça des sortes de solutions miracles pour expliquer le succès ou les fiascos des autres. Donc,
si on ne veut pas tomber dans ces approximations, qui sont trop souvent le cas chez les journalistes d'ailleurs, qui doivent aller assez vite en affaires et puis qui cherchent surtout un peu à attirer les lecteurs en accrochant par des titulaires un peu tape à l'œil. Donc, si on veut vraiment aller au-delà et se poser les questions, voilà le genre de questions qu'on peut et on doit se poser sur les phénomènes de popularité. Plus profondément, et contrairement à l'imposition de modèles dont rêvent les multinationales et que craignent leurs critiques, la lente dissémination des goûts et des engouements pour des produits culturels se fait en réalité selon un modèle interactionniste, ce qui la rend exponentiellement complexe. Et je cite ici Grazian dans un petit manuel aussi qui est très, très intéressant, qui s'appelle Mix It Up, Popular Culture, Mass Media and Society. Et je le cite et traduit en même temps, nos goûts de consommateurs, nos goûts culturels de consommateurs, la musique que nous aimons, la bouffe que nous mangeons, les fringues que nous portons, sont profondément influencés par nos pairs, par nos connaissances et toutes les autres personnes qui nous entourent dans nos vies quotidiennes, que ce soit sur des bases familiales, sur des bases d'autorité, d'amitié, de romance ou de travail. Et d'ailleurs, il y a un travail d'influence et de contre-influence parce que nous réagissons souvent violemment contre des générations précédentes ou contre des modèles que nous n'aimons pas, etc., etc. Donc l'influence ne se joue pas juste dans le sens que ce que les gens aiment autour de nous, nous on l'aime. On peut aussi, il y a des gens qui aiment des choses qui vont faire que nous, on ne va pas les aimer d'emblée. Bon, ça c'est aussi une complexité de l'affaire. Bien que la production de la culture populaire soit centralisée dans une poignée de compagnies de disques, de studios de cinéma, de chaînes de télé et de conglomérats médiatiques, le succès éventuel de leur effort peut dépendre tout autant de processus à des micro-niveaux qui est illustratif de comment des individus qui parlent, qui commèrent à l'intérieur de petits groupes et de scènes sociales interagissent dans le contexte de la vie quotidienne. C'est-à-dire, en fait, ce que Grazian résume comme ça, c'est le modèle qu'on dit interactionniste, qui a été mis au point par Lazareff dès les années 40 et qui avait montré que, au fond, le succès populaire d'un produit, que ce soit un produit de la vie quotidienne ou que ce soit un film, une série télé, en fait, il ne dépend pas tellement du poids de la publicité, qui n'est pas totalement négligeable, évidemment, mais il ne dépend pas autant de cela que de son acceptation par les gens les plus proches. D'où le fait qu'on appelle ça un modèle interactionniste, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui ferait le succès des choses au niveau de la culture populaire, c'est plutôt les interactions que l'on a avec les gens, plutôt que la publicité. La sociologie des publics s'est intéressée depuis longtemps aux logiques de cette dissémination, notamment au phénomène de leadership culturel et au poids de certains connecteurs au sein des réseaux sociaux, qu'ils soient physiques ou virtuels, online ou offline. Et c'est avant même qu'on parle sur Internet des réseaux sociaux numériques, la sociologie s'intéressait aux réseaux sociaux tout court. Comment les informations circulent, comment le fait que les gens adoptent un nouveau type de musique, adoptent un nouveau type de coiffure, adoptent un nouveau type de slang, adoptent un nouveau comportement, enfin bon, ce genre de choses-là ont intéressé la sociologie des publics. Et c'est vraiment ce modèle-là interactionniste qui montre que, eh ben, c'est dans la vie quotidienne, c'est dans les réseaux sociaux de tout un chacun
que nous sommes les plus à même d'être influencés. Quand nous regardons la publicité pour un produit ou un trailer ou autre chose, nous avons une attitude défensive. Nous savons qu'on est en train de nous vendre quelque chose et il y a des gens qui sont qui vont adopter de façon plus automatique et il y a des gens qui vont être plus réticents, voire entièrement réticents à tous ces tentatives industrielles. Mais dans notre cercle proche, nous sommes beaucoup plus influençables par rapport à ce qui est considéré cool dans notre entourage immédiat. Évidemment, si nos amis trouvent quelque chose cool, il est très rare que nous allions le trouver pas cool du tout. Pas juste parce qu'il y a une certaine pression, peer pressure, mais aussi parce que si ce sont nos amis, c'est parce qu'on a des goûts communs pour certaines choses, etc., etc., et que donc on peut imaginer que leurs goûts ont une influence sur nous. Et bon, il y a eu beaucoup de typologies qui se sont succédées, mais une des plus récentes, c'est celle de Malcolm Gladwell dans The Tipping Point, où il établit les 3 lois épidémiologiques, ce qu'il appelle les lois épidémiologiques, et qu'il appelle The Law of the Few, c'est-à-dire une vision selon laquelle c'est toujours un petit nombre qui influence la majorité, ce qui d'ailleurs rejoint de façon très ironique la théorie léniniste des minorités agissantes. Et c'est ce qu'il appelle, donc il différencie en 3 types. Il y a 3 types de gens qui ont vraiment une grande influence sur la majorité. Premièrement, ce sont les connecteurs, c'est-à-dire des gens qui sont à la croisée de divers réseaux sociaux. C'est ces gens qui sont toujours entourés de plein d'amis, qui ont comme 5000 amis Facebook, etc., etc. Et puis, ce sont des gens qui sont à la fois amis, qui ont leurs amis de sport, qui ont leurs amis de high school, qui ont leurs amis à leur travail, mais qui ont aussi des amis parce qu'ils appartiennent à d'autres associations, des choses comme ça. Enfin, c'est des gens socialement très actifs. Ça, c'est vraiment des disséminateurs nés parce que ce sont des gens très influents à la croisée de différents réseaux sociaux. Ensuite, il y a ce qu'il appelle les mavens. C'est vraiment des gens qui sont pas nécessairement des connecteurs, mais qui sont des spécialistes de l'information. Ce sont ces gens-là qui sont vraiment très geeks de quelque chose. Donc, c'est les gens qui vont connaître beaucoup de séries télé ou des gens qui vont connaître tout sur les voitures, des gens qui vont connaître tout sur les assurances, etc., etc. Enfin bon. Et donc, ces gens-là ont un poids spécifique parce que quand vous vous intéressez à tel domaine, vous allez vouloir leur avis. Et donc, si vous avez un ami qui est hyper calé dans les séries télé et qu'il vous dit « il faut absolument que tu vois tel truc », vous savez que c'est quelqu'un qui est un connaisseur. Et puis enfin, il y a les vendeurs, et les vendeurs charismatiques. Et donc ça, c'est évidemment toute la partie institutionnelle qui fait qu'il y a une série de stratégies pour essayer de nous vendre sans cesse des produits. D'ailleurs, maintenant, ça se fait par les algorithmes directement. Nous recevons des infos sur des trucs qui peuvent nous plaire. Et en fait, en réalité, ils sont assez bien faits. Et parce que, évidemment, c'est eux qui ont le plus d'informations sur ce que nous avons acheté sur Amazon, sur ce que nous avons regardé sur Netflix, etc., etc. Et donc, il y a des fortes chances que quand ils nous proposent un nouveau truc, ça ait quelque chose à voir avec quelque chose qu'on a déjà vu. Donc, voilà. Ça, c'est la loi d'un petit nombre. Et ensuite, il y a ce qu'il appelle the stickiness factor, ce qui fait la viralité potentielle d'une œuvre, d'un produit, d'une chanson. Donc, il dit, il y a quelque chose qui fait que ça c'est retenu par le cerveau. Ça rejoint un peu la théorie des mèmes de Dawkins comme plus petite unité d'information. Et en général, on sait que les industries travaillent beaucoup sur ça. Un trailer, c'est un vrai pitch. Et dans un pitch d'un film, il y a tout de suite des films qui ont déjà une sorte de potentiel viral. Quand on comprend tout de suite la situation et on vous dit, tiens, c'est quelqu'un qui doit retourner dans le passé pour que ses parents puissent se rencontrer et qu'ils puissent exister. Bon, voilà un bon pitch et tout à coup, il y a des fortes chances pour que ça attire ça suscite l'attention. Et puis enfin, il y a the power of context et donc l'importance des circonstances sur la propagation. Et c'est ce qu'on disait tantôt sur les élucubrations sur l'esprit du temps. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les films de fantasy, les gens aiment mieux ça. À un autre moment, les gens aiment plus les drames sociologiques. À un autre moment, les gens
ou au même moment d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait qu'on préfère un tel à un autre, etc. etc. Donc, alors, Malcolm Gladwell, évidemment, ce n'est pas un théoricien qui vient de la littérature, du cinéma. C'est vraiment quelqu'un qui essaye de comprendre d'une façon très large des produits du marché. On peut critiquer sa vision un peu écuménique qui met au même niveau les vendeurs, le poids des vendeurs et le poids des connecteurs, par exemple, alors qu'en fait, nous avons vu que ce sont vraiment deux modèles qui se concurrencent, le modèle de la fabrication de l'industrie et le modèle de la dissémination du bouche-oreille. Mais au fond, ça reste un modèle assez intéressant. Ici, vous avez un diagramme avec un peu les informations. Je vous laisse vous amuser à le regarder. Donc, c'est un résumé un peu de cette théorie du tipping point. Bien, donc nous avons fait le tour de la première notion de qu'est-ce que serait la culture populaire. Ce serait donc la culture qui est populaire au sens quantitatif, au sens de la popularity comme catégorie. Et nous allons, dans les prochaines vidéos, voir les trois autres notions. Merci beaucoup.